Je me disais bien que ce vendredi était trop beau. Ouais, je sais, Golden. Viens avec nous gâcher ton vendredi soir. C'est la merde car c'est mal écrit. Elle le résume encore mieux. Ah, j'avoue, bravo. Bravo. Je pense par cet état d'esprit, Laura, que tu as eu et cette déduction parfaite, je pense que tu mérites d'offrir une boîte Old World à ton cher étant. Je pense que, ouais. Je pense que ça mérite. On a déjà le premier Stormcast avec Carlito. Eh bien justement, vous allez rigoler avec ça, cher Draker. Pas de spoil de savoir si Lord gagne à la fin. Et peut-être que je vais juste... En fait, peut-être que je vais jamais vous faire le stream de la fin. Je suis d'accord, qui dit. J'ai fait une gaffe, je découvre tout pourtant. T'inquiète pas, Adam, t'inquiète pas. Les seuls nains qui sont morts dans le déshonneur, c'est ceux qui sont pas assassinés... qui sont fait assassiner à Karazakarat. Le tome est comme la température en France en ce moment. Il est négatif. Alors, par contre... Cependant, avant qu'on commence ce soir, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Vous savez, personnellement, ça fait quand même depuis 2017 que je propose des rapports de bataille sur Warhammer. Et ça fait depuis 2017, première date, premier rapport de bataille, que certains se font plaisir à remarquer chaque petite erreur d'interprétation de règles du jeu, ou même chaque erreur tout court que je peux faire, dans mes rapports de bataille. Leur critique extrêmement constructive et bienveillante, n'étant jamais agaçante au plus haut point ni hautaine, bien évidemment, ne sont là que bien sûr pour améliorer notre rendu et notre partage du jeu. Mais comme je vous le dis, cependant, sachez que je suis un amateur. Il m'arrive donc de me tromper, c'est normal, même un professionnel peut se tromper. Moi, en tant qu'amateur, il m'est donc un peu plus normal de me tromper. Mais, lorsque ce n'est pas un professionnel qui se trompe, mais littéralement un créateur professionnel qui relance un jeu qu'il a lui-même tué, qui se trompe sur les règles, et que moi, ayant compris la règle, et qui voit l'erreur, qu'il le dit en direct, et que son chat de cave balance « Mais non, t'as pas compris, Games Workshop, c'est ce qu'il fait ». Ce cher Grim, membre du Discord, m'a envoyé le livre de règles et il m'a donné la règle de countercharge de Old World. Et si vous regardez bien, dans ce descriptif de la countercharge qui est sous vos yeux, une unité qui a cette règle et qui a une unité intégralement composée des figurines possédant la règle de countercharge, lorsqu'ils sont chargés de front par une unité qui est cavalerie, chariot ou monstre, ils peuvent déclarer une countercharge. Donc, Games Workshop s'est littéralement gouré dans ses règles de son propre rapport de bataille. Chose que moi, j'avais fait correctement. Voilà. Même Marie-Camille est venue m'applaudir à la porte. C'est-à-dire, ils avaient fait faire des countercharges à de l'infanterie. Alors non, ils ont contrechargé de l'infanterie. Et lorsque un dragon a chargé les cavaliers, ils n'ont pas countercharge les cavaliers. J'ai juste un... Ils sont cons, non, de Marie-Camille à la porte à côté. Donc voilà. Voilà, vous voyez là, pendant... Voilà. Comment on ne peut pas faire confiance à Game Workshop. Voilà, donc disons, voilà, pendant quelques secondes, je pense que je mérite quand même quelques petites choses de...
mettre un commentaire sur leur rapport de bataille. Non, 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 non. Il va y avoir un errata pour leur donner raison et te donner tort. Je m'en fous. Donc tu peux être employé de Games Workshop. Voilà, 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 voilà. Ils ont fait l'errance avant de publier les leaks, tu comprends pas. Donc merci à Grim qui m'a grandement fait plaisir en m'envoyant ça. Donc véritablement c'est le vrai livre, hein, regardez, hein, c'est le livre, je sais pas de quel stream ça vient, mais c'est vraiment la description de la countercharge et j'avais bien compris donc la règle de countercharge. Vous ne pouvez contrecharger avec des unités qui possèdent votre contrecharge que des unités de cavalerie, de chars ou de monstres et pas apparemment de l'infanterie, c'est pas marqué. Donc désolé Games, mais tu t'es gouré et j'avais raison, voilà. Concernant les guerriers du chaos dans Old World, pourquoi on n'a pas de profil pour les massacreurs de cornes, les rabatteurs de Slaanesh ou pour l'hôtel de guerre? Oui. Je n'ai aucune idée, Lord of Fenris. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne seront pas disponibles. Ça m'étonnerait, mais quand même. Les dés étaient pipés dans cette partie de cette Rare Rules. Ah, voilà. Après, ça précise pas la taille des socks. C'est vrai, Quentin, c'est vrai. Games Workshop s'est littéralement gouré dans son rapport de bataille. Oh, ça, c'était pas si mal. Donc voilà, en gros, le fait n'est pas de les dénoncer, non, pas du tout, vraiment pas du tout. C'est le fait déjà qu'on m'ait repris sur la règle en direct, alors que j'étais sûr de moi. Bon, j'ai fait l'info de chat, mais bon, au final, voilà, on s'en fout, tout le monde peut mal les comprendre, les règles. Mais c'est surtout aussi pour bien faire comprendre que faire un rapport de bataille, même quand tu es un professionnel total, ça marche pas. Par contre, je trouve que quand tu es un professionnel qui a certainement dû avoir des monteurs professionnels pour faire ça, et que tu es censé promouvoir le jeu, je trouve ça un peu chaud quand même. Même tu vois comme des mecs comme French Wargame, ça leur arrive aussi de faire des erreurs, mais c'est normal. Attendez, vous rigolez, vous avez vu les livres de règles, vous voulez les bouffer? C'est normal que tout le monde fasse des règles, mais que Games Workshop eux-mêmes se gourrent sur leurs règles, ça par contre ça prouve que c'est des joueurs en fait comme nous-mêmes, comme nous autres. Mais bon, disons que c'est moyen quoi. Ça prouve que les deux joueurs n'ont pas dû participer beaucoup à la conception. Ouais, mais t'as un tournage quand même. Il y a un tournage, il y a un... Voilà. C'est normal, mais c'est moche, voilà. Pas de souci, Eneric, j'espère que tu vas bien. C'est ici la saison de torture? Ouais, tout à fait. Mais on a commencé par un truc qui me booste le moral, voilà. Personne ne connaît les règles, c'est le plan parfait pour se tromper. Ben, c'est en fait, vraiment, c'est le rapport de bataille qui m'a fait extrêmement sourire la première fois que je l'ai vu. C'était le rapport de bataille de la 10e édition de 40K de Planet Wargame, qui était excellent avec une intronisation de Vince qui était parfaite. Bonjour, nous sommes joueurs professionnels. Nous nous gourrons sur 50% des règles. Nous en inventons l'autre partie. J'ai adoré. C'est parfaitement moi. S'il faut, les relétons n'ont pas la régène du tout. Bah ça, non, mais c'est juste une erreur qu'ils ont fait, on s'en fout. Mais le but étant juste que c'est pas l'erreur qui est importante, c'est juste que j'avais raison. Et au final, ça, c'est plus important. Est-ce que cette erreur était vraiment involontaire ou c'était encore une entourloupe à la Skaven? C'est possible. Pour une fois, dit Matabayo. Toujours écouter son cœur. Ouais. Oui, alors toi, par contre, si tu sautes sur le bureau, tu fais gaffe, il y a des figurines. Ouais. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien pour ce soir. On va essayer de rendre ça épique ce soir, c'est pas dit. J'ai raison et vous avez tort. Ah non, moi je pose pas cette question. Donc ce soir, je vais un peu vous parler de la fin de ce chapitre. On va essayer de faire ça correct. T'as raté rien du tout, mis à part que j'avais raison. Old World sera peut-être l'erreur. Jamais. Warhammer, le socle carré n'est jamais une erreur. MC saute sur le bureau. Non, c'est pas MC qui va sauter sur le bureau, c'est le gros noir. J'ai pas toujours raison, mais j'ai jamais tort. Voilà, c'est ça. Ça c'est Marie-Camille. Donc, ce que je vous propose, c'est la suite du chapitre que nous avons commencé la semaine dernière. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la rediff, peut-être, attention, ça peut peut-être spoiler pour ceux qui n'étaient pas là vendredi dernier, mais c'est pas très grave. Je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo. Ce que vous allez découvrir ce soir, c'est la suite du siège de Averheim. Donc Averheim, capitale et cité-état de l'Averland, et donc la dernière cité où se trouvent les survivants impériaux.
vu que toutes les autres sont tombées, bien évidemment. Nuln, Talabheim, Altdorf, Midenheim, Salzenmund, Wolfenburg, Ergig, Betschaffen, tout est déjà tombé depuis longtemps. As-tu mon message sur Discord? J'ouvre jamais le Discord quand je suis en stream, Champette, sinon j'ai un petit conflit de caméra. Donc attends, je vais regarder vite fait. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? J'ai pas ton message, Champêtre. J'en ai eu, j'ai eu un, il a l'air d'en avoir eu un 3 jours. Il a genre de 3 jours, si, voilà. On peut covoiturer pour Grenoble. Je t'en reparle. Promis. On en parlera après. Et donc, dans cette ville d'Averheim, alors pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, Averheim, je suis allé chercher dans les JDR pour vous remontrer un petit peu à quoi ressemble la ville. Donc voilà à quoi ressemble Averheim. Si jamais vous ne connaissez pas ce site de l'Empire. Donc cette cité, rapidement, Averheim, c'est la cité de Marius Leddorf, le comte fou de l'Averland qui a été tué quelques dizaines d'années avant la fin des temps, celui qui a voulu affronter seul une Wag pauverte et qui a tenu le plus longtemps possible. Merci d'Ecrim, merci beaucoup pour l'abonnement sur YouTube. Et cette cité, comme vous la voyez depuis qu'elle existe dans les JDR, elle n'a jamais vraiment changé de tronche. Elle est au bord de l'Aver, hein, vous le voyez bien, la rivière Aver qui est ici. Elle part à l'ouest en direction de Nuln, à l'est en direction du Mout, au nord en direction de Wordbad qui est la capitale du Stirland, et elle part en direction du sud vers la passe du Col du Feu Noir. Cette cité, voilà, décrite comme ça par les JDR, qui sont franchement bien meilleurs en termes de description de cité que pourrait nous donner le jeu de figurines. Comme on la voit comme ça, on se dirait, mais ça n'a pas l'air d'être génial. Sauf qu'il faut imaginer que Averheim est une cité qui, durant toute la fin des temps, a été plutôt, entre guillemets, protégée ou non atteinte par nombre d'attaques ennemies, ce qui fait qu'elle a eu un large temps de pouvoir se fortifier à part entière, d'avoir vraiment une espèce de fortification démultipliée à la fin des temps. Et justement, pour vous dire, vous vous dites, ah ben attends, la rivière Aver, là, ça sert à rien, quoi. On l'attaque direct, on la prend et puis c'est tout. Eh bien, dites-vous qu'elle en est fortifiée à un niveau où même le nord de la cité est surdéfendu par énormément de lignes d'infanterie, de pièges, etc., etc. Tous les docks sont piégés. Bref, vous avez des choses qui sont extrêmement défendues. Averheim est vraiment déclarée comme plus résistante que Altdorf ou Nuln à ce moment-là du roman. Et c'est assez étonnant. Et c'est assez étonnant qu'ils nous vendent le truc comme ça. C'est le dernier rempart de l'humanité. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette cité, qui est l'une des cités les plus au sud de l'Empire, donc les plus loin des Hommes du Nord, eh bien, on vous raconte que aussi les survivants nains se sont mis à l'abri à l'intérieur. Les survivants de Zufbar et les survivants de Karazakarak, de Karazakarak et le Karakadrin, sous le commandement de Ungrim Point de Fer, donc le roi tueur, qui est désormais l'incarnation du feu. Car oui, je vous rappelle qu'un nain est devenu l'incarnation d'un vent de magie. À l'intérieur de ces murs, il n'y a pas que lui, il y a également, bien évidemment, une autre incarnation des vents de magie, un autre réceptacle, donc un égal de Nagash, si vous voulez, en termes de puissance. Vous avez Karl Franz, bien évidemment, qui a dû quitter Altdorf et qui a demandé à Valten d'attirer les troupes ennemies à Midenheim, qui lui-même est mort là-bas, pendant que Altdorf vidait ses réfugiés et partait en direction du sud. Attends, qu'est-ce qu'il y a quoi MP? Qui a MP? Mon pote et moi sommes très motivés pour commencer au Warhammer World War. Le problème est qu'il n'y a ni boîte de jeu pour 2 joueurs ou que de prendre des boîtes bretons et voir des tombes coûte vraiment cher. Pour débuter, savez-vous si des petites boîtes pour armée vont sortir? Merci à vous. C'est pas prévu. Toute incarnation à un niveau de puissance type Nagash? Ben oui. Merci Darth Maul, merci beaucoup pour le 25e mois de sub. Merci beaucoup. Non, pas toi. Ah d'accord. D'accord, je me tais. Non, vraiment, en fait, dites-vous que Nagash... Certes, c'est Nagash est un sorcier surpuissant, mais il est surpuissant parce qu'il est incarnation de la mort. Voilà. Il a fait un rituel qui a foiré, je le rappelle, Nagash. Et il est surpuissant
seulement parce qu'il est incarnation de la mort, mais vu qu'on ne le voit pas parce qu'il emmagasine le plus de pouvoir possible pour n'être pas une incarnation des vents de la mort, mais le vent de la mort lui-même, ce qui n'est pas encore, techniquement Karl Franz est aussi puissant que Nagash à ce moment-là. Et oui, parce que Karl Franz possède le pouvoir de Asdir, le pouvoir des cieux. Et donc à l'intérieur de Haverheim, vous avez donc Karl Franz, vous avez Ungrim, vous avez les survivants des nains, vous avez les survivants des impériaux, et vraiment tous les survivants des impériaux, vraiment toutes les armées impériales qui auraient fui ou qui auraient survécu à la chute de l'Empire entier, tiennent toutes dans Haverheim. Disons que c'est plus beaucoup, quoi. Nagash, il fait un Genkinama dans son coin. Ouais, à peu près. Ça fait pas BZF. Non, ça fait pas BZF. Plus c'est défendu ou imprenable, plus ça tombe vite dans la fin des temps. On va dire ça. Merci Starbucks, merci beaucoup pour le follow. J'imagine pas les prix des Airbnb, c'est ça. Il reste plus grand monde. Ouais, en effet, il ne reste plus grand monde. On est un peu serré là. Ben apparemment non. Les elfes ont tous coulé. Ouais, hein, Ultuan a coulé. Les derniers elfes qui restent sont en Adel-Lorraine. Mais j'ai oublié une autre faction qui se trouve à l'intérieur d'Haverheim. Merci Starbucks, j'espère que tu vas bien. À l'intérieur de Haverheim, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que tous ces survivants impériaux. Il n'y a pas tous ces survivants des nains. Il y a aussi... des Bretoniens. En la personne de Gérode de Quenel. C'est un perso dont tout le monde se fout. En gros, c'est un perso qui a échoué à sauver son duché, un perso qui a échoué à sauver la maison Thal, qui a échoué à tuer Krell et qui a participé à la bataille d'Aldorf, mais qui l'a quitté après. Donc voilà, voilà ce que Games Workshop nous donnait pour représenter la résistance de la Bretonie. C'est un descendant de Jospin. L'immortel raté. Alors que les persos comme Tristan le Troubadour existent. J'aurais préféré Tristan le Troubadour, franchement. Le CV raturé. Fait plus simple, dis ce qu'il a réussi. Ben, il est toujours en vie. Il y a la mer là-bas? Non, pas du tout, Gimilzor. C'est Haverheim, mais c'est pas la mer. Hein. C'est une cité au bord de la mer. C'est le bon mec pour mourir comme un con. Il a réussi à survivre quand même. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui a réussi à survivre. Hein. On est bien d'accord. Et donc cette cité, pourquoi elle est encore debout alors que les autres sont toutes tombées et que au final, franchement, ne me mentez pas, mais à part si vous êtes un fanat de Marius Letzdorf, Haverheim, jamais vous penserez à cette ville en me citant 3 cités impériales imprenables. Donc c'est normal, c'est juste que les auteurs commençaient à être en mal. Ils se disaient, ah ouais, mais on a tout détruit, il en reste plus qu'une. Bon, on va tout mettre là-dedans et vraiment, on va tout mettre. Et donc Haverheim a tenu le siège pendant presque les 2519 jusqu'en 2528, donc pendant les 9 ans de la fin des temps. Haverheim est toujours debout, même si ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle est en siège des Skaven. Mais vu que les Skaven ont eu leur livre entier, là, c'est fini, hein, c'est fini. Il y a des Halflins? Non, il n'y a aucun Halflin, hein, c'est fini, ils sont tous morts déjà. Et surtout, Haverheim, on l'a vu dans le chapitre d'avant, et l'endroit, et c'est vraiment précisé comme ça dans le roman, Haverheim est l'endroit où il y a eu le plus de victoires des impériaux. Parce que la cité n'est toujours pas tombée. Et là, tu fronces les sourcils, tu fais « Attends, comment ça ?» Et là, tu réfléchis en fait et tu te dis Aldorf. Ah oui, Aldorf, premier siège, elle tombe. Ok. Midenheim, premier siège total, elle tombe. Nuln, même pas de siège, elle tombe en une nuit. Wordbad, Wolferbund, Ergig, Salzenmund, on n'en parle même pas. Talabeim, une pluie et elle tombe. Ah ouais. C'est la dernière réserve de bière pour être aussi bien défendue. C'est pas bon signe alors, c'est la dernière cible, exactement.
C'est quand qu'il la rend puissante, la topographie. La quoi? C'est la qualité allemande? Bah pas vraiment en fait, parce qu'on comprend que la cité a réussi à tenir parce qu'il y a les nains qui sont venus aider, hein. Sinon ça servait à rien. Et justement, on dit quel est l'endroit où il y a le plus de victoires parce que le dernier chapitre, enfin le dernier morceau du chapitre qu'on a parlé, c'est l'une des grandes victoires de l'Empire sur les chaotiques. C'est le fait d'avoir fait, rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, un portail magique Stargate qui s'est ouvert à l'intérieur des camps des guerriers du chaos de Village et qui a permis de détruire 92% des canons apocalypse qui assiégeaient la cité et d'avoir ramené en vie les héros principaux qui ont attaqué le camp. D'où le fait que c'est déclaré comme une victoire par la Stargate. La magie! Voilà. C'était pas 91%? Ouais, bref, on s'en fout. Combien de fois ils ont gagné? Une fois. Voilà, c'est ça, Bafamous. Tu as tout compris. Le seul problème, c'est que cette victoire sur les forces de Village, eh bien, ceux qui ont réussi donc à casser toutes les pièces d'artillerie de l'ennemi, ou presque, sont retournés dans la cité et n'ont rien fait d'autre. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont rien fait d'autre? Alors que techniquement, le général adverse qui gérait le siège est parti dans les limbes du chaos, Village a disparu. Que les Skaven sont désorganisés parce que ça y est, ils ont eu leur livre, donc maintenant, ils ont le droit d'être désorganisés. Et même, les Skaven pillent les camps guerriers du chaos qui ont été attaqués, c'est décrit dans le roman, hein, je vous le précise bien. Et là, c'est... là, Karl Franz décide de rester avec toutes ses troupes, alors qu'il sait pertinemment, il l'a vu de ses yeux, que Archaon arrive avec l'intégralité de ses troupes de Khorne. Avec en allié buveur de sang. Alors, le buveur de sang qui accompagne Archaon, hein, pour ce siège et cette attaque, celui qui est censé commander à l'entièreté des hostes des démons, c'est pas Skarbrand, hein, oubliez Skarbrand, hein. C'est Kabanda, parce qu'ils avaient tellement pas assez d'idées qu'ils sont allés même chercher du lore de 40k. Voilà. Et donc, alors que Karl Franz fait avec ses généraux, le dit à Ungrim, le dit à quelques autres généraux, il faut qu'on reste sur cette position défensive parce que justement on a fait la cité, elle est faite pour tenir, on a tué les canons apocalypse, enfin quasiment tous entre guillemets, donc on va pouvoir tenir le plus longtemps possible pour que des renforts arrivent. Et c'est à ce moment-là du roman, là, voilà, on a commencé à parler de la partie dont on n'a pas parlé la semaine dernière. Après la victoire sur Village, les auteurs continuent à nous cracher dessus. Mais vraiment, hein, vraiment, parce que là, c'est fini. Tu l'as acheté, le livre. Tu l'as acheté, le dernier livre de la fin des temps. Tu t'es fait avoir. Donc, après avoir lu une douzaine de pages, t'en arrives au passage où tu as le point de vue de Karl Franz, qui est à l'intérieur d'Averheim, qui voit les nains, les Bretoniens, qui voit ses forces impériales, qui se dit « Mais en fait, on est foutu. » Parce que il comprend, parce qu'il l'a vu dans un rêve, que Valten est mort. Il sait, alors on ne sait comment, que Ultuan a sombré et que ses derniers potentiels alliés sont avec lui. Les nains, Zulfbar qui a emmené ses dernières troupes de survivants depuis déjà des semaines, enfin des années maintenant à Averheim, Ungrim qui vient d'arriver et le Pecno bretonien. Et le roman nous décrit Averheim comme un endroit où la fête et la gloire, le chant à la victoire et à l'espoir est là. Parce que Karl Franz a fait cette victoire sur le siège. Donc techniquement, hein,
Vraiment, là, on a le truc, il a brisé le siège. Hein. Techniquement, tu as fait une sortie, tu as pété toutes les troupes d'infanterie, enfin, toutes les troupes d'artillerie, tu as tué le général, ou tu as fait disparaître le général. Techniquement, tu as brisé le siège. Tu fais une sortie, tu pètes les méchants. Et en fait, tu as vraiment le point de vue des passionnés de battle qui se font cracher dessus à ce moment-là. Parce que tu as vraiment le roman qui fait tout le monde était en liesse, la victoire changeait en fin de camp. Seul Karl Franz connaissait la vérité. Tout est fini. Mais va te faire voir. Sérieux. Il n'y a qu'un seul moyen de sauver l'Empire, invoquer les Space Marines. Tu vas voir. Il pourrait pas passer par Athel Lorraine après avoir vu le tuant. Alors justement, Drakkar, on va en parler. Alors j'ai vu qu'on m'a posé une question. Comment as-tu découvert Games Workshop? J'en ai parlé dans l'interview que tu as chez Esquisse Miniature qui est sortie mardi. Donc n'hésite surtout pas à aller la voir. Les sorties, c'est que pour mieux mourir le lendemain. C'est ça. LOL, t'as cru. Voilà, c'est ça. T'as cru, bande de nulos. Et donc, Averheim, bien évidemment, après à peine quelques jours de liesse, se fait assiéger par Archaon et ses troupes de cornes. Cependant, rappelez-vous que nous sommes dans une fin des temps. Nous sommes dans un nouveau livre. Et qui dit livre dit achat. Et c'est à cette bataille que nous allons découvrir pour la première fois des corneux qu'on n'a jamais vus. Parce que Archaon, là, il vient avec ses troupes les plus puissantes. Et il va directement attaquer Averheim avec ses nouvelles troupes. Les fameux Scaramores. Ouais, ça s'appelle comme ça. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, les Aossiens les connaissent parfaitement. Car Games Workshop nous sortait à ce moment-là de nouvelles troupes de cornes qui sont un peu l'égale des Putrid Blight Kings qui étaient sortis pour Glotkin, des espèces de guerriers du chaos surarmés sur des socles de 50 et pas des socles de... La pouffée de rire en entendant le nom. Oui, des Scaramores, hein, ça s'appelle des Scaramores. Des Squalala. C'est ça. Vous en avez deux types. Franchement, je ne vais même pas m'emmerder à vous les décrire. Donc voilà, vous avez des nouvelles troupes de cornes qui arrivent. C'est moche en plus. Franchement, je les trouve vraiment pas beaux. Encore ceux avec les haches chaînées. Gros crachat aussi à la tronche des mecs qui ont fait la tempête du chaos de la V6. Hein, parce que c'est littéralement les tueurs enragés de Karak Kadrin qui ont été copié-colle et mis en corneux pour que les guerriers du chaos ont enfin des mecs avec des chaînes et des trucs qui volent autour d'eux. Bref. Diras-tu The Old World ou continuera à parler de Warhammer Battle? Les deux, bien sûr, Lisenos, tu rigoles. Jamais on ne se séparera de Warhammer, quel qu'il soit. Et vous savez le pire quand vous êtes joueur de cornes, quand vous êtes un joueur guerrier du chaos, même quand vous êtes un joueur guerrier du chaos, qui pour vous est le plus fort des guerriers du chaos de cornes? Qui est le meilleur guerrier du chaos de cornes? Ceux qui connaissent le truc d'End Times, gardez encore un petit peu la surprise. Qui est le meilleur guerrier du chaos de cornes? Je vous écoute. Alors c'est pas toi, Calix. Alors, je ne parle pas de 40K non plus. Ni 30K, ni 40K. Michel de la Conta. Ah, c'est vrai que celle-là, elle est costaude quand même. Merci Alexandre pour l'abonnement sur YouTube. Merci beaucoup. Arbal, l'invincible. On est d'accord. Alors, il y a Arbal, mais il y a quand même... Alors, voilà. Valkia, le gros gorille de sang. Ah oui, j'ai oublié de mettre son icono, celui-là, c'est vrai. Techniquement, c'est Archaon. Alors non, parce qu'il n'est pas de corne, il est du chaos universel, Archaon. Un mec en rouge au milieu d'autres mecs en rouge, c'est ça. Alors, j'ai parlé de guerrier du chaos, Calix, et pas de démon. En effet, on est bien d'accord,
on est bien d'accord que la plus puissante et la préférée de Khorne, surtout, c'est Valkia. De très loin. Elle est une seigneur du chaos de Khorne. Elle est une championne inconsidérable du pouvoir du dieu du sang et de la guerre. Et elle est même, techniquement, sa préférée. Parce que, alors que déjà pour moi c'est compliqué, Valkia a été ressuscitée par Khorne parce qu'elle elle a perdu un combat. Valkia est censée être la plus puissante de tous les chevaliers de Khorne, de tous les champions de Khorne. Cependant, vous le savez, elle est morte. Valkia est morte. Elle est morte dans le tout premier chapitre de la fin des temps, avant même le chapitre 1. Elle est morte dans le chapitre 0. Elle a été tuée par Malekith. Elle a été tuée par Malekith. On était en 2519. Ce qui fait que Games Workshop, bien embêté, s'est dit, eh ben il nous faut un autre mec de Khorne. Et c'est là qu'apparaît un nouveau héros de Khorne que nous n'avions jamais entendu parler avant, jamais. Et qui est décrit comme tel. Je vous présente Scar Bloodwrath. Bonsoir Manpaint. Scar Bloodwrath, donc la colère du sang, enfin bref, on s'en fout. Scar, on va l'appeler Scar parce qu'il a un nom Disney. Scar. Écris-le s'il te plaît. C'est Scar, vraiment. Bloodwrath, donc colère de sang si vous préférez. Wrath, la colère, et Blood, voilà, tout attaché. C'est un nom ou un bruit de vomi, c'est à peu près ça. Et donc ce cher Scar, vous savez quoi? Il est décrit comme le champion total de Khorne et qu'il est mort plusieurs vingtaines de fois. Mais qu'il est immortel car il est toujours ramené par Khorne. La magie! Sauf que... Sauf que, on est d'accord. On est d'accord. C'est même le roman lui-même, hein, que j'ai vu le roman. C'est parce que Valkia, elle est son amante à Khorne. Il la ramène parce qu'il la trouve incroyable. Donc ça veut dire que Khorne, il est... Ah, bah, je savais pas. Bah, tant mieux, écoute, tant mieux. Il a 2 fois plus de choix comme ça. Mais c'est une merde. Valkia, elle est morte que 2 fois, alors que Scar, c'est 10 fois plus. Ah oui, c'est ça, c'est littéralement ça. Khorne est bicurieux. Valkia a des cornes. Ça marche. Du coup, pourquoi Khorne ne raise pas Valkia tout simplement? En plus, ça n'a aucun sens. Valkia est dans AOS, c'est pas Scar. C'est ça. Des muscles pour le dieu des muscles, c'est ça. Khorne est un dieu ouvert. Si ça massacre, c'est sexy. Voilà. J'ai rarement vu autant de vies données pour le dieu du massacre. Ça s'ajoute à son trait de Khorne, le patient chez les hommes lézards. Exactement. D'accord. C'est ça. Et donc, en gros, pour vous expliquer, ce personnage Scar représente les Scaramores. Ce qui fait que ce personnage, on n'a jamais entendu parler. Avec ces troupes qu'on n'a jamais vues, là, ceux que vous avez vus, là, les Bloodravers ou je sais pas quoi, là, les nouvelles unités de Khorne, eh bien en fait, ce ne sont tous qu'une seule et immense tribu qui sont les Scaramores, tout attachés, qui sont les hommes de Scar
Et pourquoi on ne les a jamais vus en fait dans le vieux monde et même d'ailleurs nulle part ailleurs? C'est expliqué en une seule ligne. C'est que pour ces gars-là, les hommes du Sud sont trop faibles et donc inintéressants à tuer. Mais vu que Archaon est maintenant le chef, eh ben ils sont descendus tuer les survivants. La magie! On en est là. On en est là. Il y avait piscine, la logique, ta gueule c'est magique, voilà. Et donc, Scar est le champion inconditionnel de Khorne de cette fin des temps. Cependant, et c'est là vraiment que tu te dis, non mais arrêtez de vous foutre de moi. Valkia est ressuscitée. Et Valkia est à côté de Archaon et de Scar. J'ai fait semblant de dire que j'étais mort. Allez-y, je vous laisse débattre quelques secondes dans le chat. Voilà. Khorne s'en fout d'où vient le sang ou il est pour l'honneur, faut m'expliquer. Alors Khorne, il est vraiment pour le sang et les crânes, mais techniquement, le but c'est que tu tues le plus de crânes. Même si c'est ton crâne qu'on t'amène, il s'en fout. Donc que t'es mort, il s'en fout en fait. Scar est dans AOS, très bien. Très bien. À combien de degrés votre bizarre? Voilà, c'est ça en fait. Boob plate en scénarium, c'est ça. Pour Valkia, c'est normal. Pour Valkia, c'est normal parce que, en plus, imaginez, hein, ça fait depuis 2519 qu'on n'a pas entendu parler de Valkia. Là, on est en 2528, elle est revenue. Donc, ok, là, ça me paraît logique. 9 ans pour qu'elle revienne à la vie, d'accord. Sauf que Scar, le mec est déjà mort plusieurs dizaines de fois. C'est bien dit dans son roman. Quand on présente le personnage, on sait que ce mec-là est mort 20 fois. Mais vous étiez pas mort, espèce de connard! C'est ça. Dernière fois que je passe vendredi, c'est bon, c'est pourri. Pitié, Trimarcassin, fais-moi de la vue, s'il te plaît. Au moins ça. 20 fois, mais en combien de temps? Alors, je tiens à préciser que Valkia a plusieurs siècles. Hein. Et Scar, il a plusieurs siècles aussi. Il n'était pas si bon que ça, finalement. Bah, en fait, Scar est décrit comme un incompétent de stratégie qui n'est qu'une bête rageuse. Voilà. Alors qu'on rappelle, hein, on rappelle juste que Valkia a conquis l'intégralité de Nagaronde. C'est toujours bien pour installer une menace qui directement dire qu'il s'est fait battre 20 fois. Oui, c'est bien, hein, c'est bien. 20 fois 9, 180 ans d'absence. J'aurais préféré 8 ans pour qu'elle revienne. Oui, bah, tu peux mettre 8 ans si tu veux. Si Scar tue Karl Franz en disant longue vie au roi, je ris. C'est ça. Donc il a fait de Lyron Jenkins 20 fois. C'est ça. C'est littéralement un Lyron Jenkins, un Scar. Et ça, il est incompétent en fait. Au début, il n'est pas parti au nord car il s'est trompé. C'est ça. Il est mort 5 fois, il doit pas être si fort que ça, non? Ah oui, mais il est... Voilà, cherchez pas. Donc vous avez du côté d'Archaon, Kabanda, alors Kabanda, je ne l'ai pas encore présenté, hein, mais Kabanda, il est déclaré comme l'un des grands généraux des légions de Khorne, hein, ce buveur de sang immense et incroyablement puissant. C'est tout de suite le nom qui nous vient quand on entend et on veut le nom d'un héros légendaire de Khorne, de battle, en démon. Alors qu'on a Skarbrand, mais en même temps, Skarbrand est un déchu, donc ouais, d'accord, ça pourrait faire que Khorne s'en fout et le met pas, d'ailleurs, oubliez-le. Hein. Mais il y a quand même le preneur de crâne. Au cas où, je sais pas, hein, mais le preneur de crâne qui n'apparaît pas de la fin des temps, hein, on est bien d'accord.
ou alors peut-être plus tard, je m'en souviens pas, j'ai pas encore tout lu, mais voilà. Merci d'être fini à te torturer pour nous, avec plaisir, Nemor, avec plaisir. Donc ils nous mettent Kabanda, parce que, vous avez vu, on aime bien Sanguinus quand même, hein. Alors on vous met Kabanda, sauf que Kabanda il va pas mourir, hein. Il y a Karanak aussi, ouais, mais non, mais on n'a pas le temps. Preneur de crâne, ça faisait Slanesh, dégueulasse. Donc voilà. Alors, c'est très simple, hein. On en est déjà à 1 heure de pétage de câble, donc on va penser à Ménère, hein. On s'est fait plaisir au début, hein, à prouver, d'ailleurs, parce qu'on est le double de quand je l'ai dit tout à l'heure, donc je le redis parce que ça me fait du bien. Games Workshop, ils se sont trompés sur leur rapport de bataille et moi j'avais raison et pas eux. Voilà, juste. Vous regarderez en rediff tous les autres. Regardez bien le début, je suis très fier de moi. Voilà, c'est bien. Et puis voilà, très bien. Ça me fait du bien au moral, voilà, de me dire que eux aussi peuvent se gourer, sauf qu'ils ont beaucoup plus de pognon que moi. Bref. Ce sont plus des clins d'œil, c'est des AVC. Littéralement, Golden, littéralement. Et donc, le siège d'Averheim va directement commencer par l'arrivée des troupes de Archaon et de ces fameux Scaramors et de l'intégralité des forces des guerriers du chaos de Khorne. Parce que ils ont fini de conquérir Nagaronde et que la Lustrie est brûlée et dévastée et détruite. Bon, d'accord. Le roman nous explique qu'au début de l'arrivée en fait des troupes, parce que ils ont tellement de troupes, hein, je vous remets l'image, hein, ils ont tellement de troupes qu'ils couvrent l'horizon, mais pas seulement en largeur, mais aussi en longueur. Ce qui fait que les premiers arrivés, pour avoir les ordres, ils vont devoir attendre. Sauf que le roman s'est rappelé que c'était des corneux. Attendre, corneux, et tu te dis, attends, ils ont attendu 5 bouquins pour nous mettre les corneux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que la puissance de Archaon fait qu'il leur donne l'ordre de ne pas bouger. Il ne bouge pas, même pour des corneux, car il est l'incarnation de la volonté des 4 dieux. Donc il peut même supplanter la rage de Khorne, ce qu'il arrive d'ailleurs même à faire avec Kabanda. Il arrive à le faire attendre. Eh bien non. Là, le roman nous explique que les Scaramors et tous les autres guerriers du chaos de Khorne qui attendent devant les murs, ils s'entretuent par milliers. Mais genre pendant une journée entière, 2 jours, ils s'entretuent par milliers. Sans même attaquer, hein. C'est juste que voilà, attendre, ils s'entretuent. Alors, comment ils ont fait pour survivre aussi longtemps? Enfin bref. Bref. Bien entendu, Archaon va arriver, il va le calmer le jeu, et il va lancer à l'assaut les corneux. Et c'est à partir de là que c'est parti. Alors, encore une fois, vous voulez lire la bataille, lisez-la. Je suis nouveau ici et je dois vous dire que c'est très cool ce lore. Alors, Gaulois, tu es sur le pire lore qu'on pourrait te donner. Merci beaucoup, hein, Gaulois, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Mais là, on est en train de faire la fin des temps. S'il y a bien un seul truc que je voudrais jamais parler à quelqu'un qui veut se lancer dans Battle ou qui est amoureux de Warhammer, jamais je ne te parlerai de la fin des temps en premier. Donc désolé, mais là tu vois le pire. Voilà, si tu veux... Les mercredis soirs, c'est mieux, hein, si jamais tu veux du lore bénéfique. Donc voilà. Et en gros, l'assaut va être, bien entendu, d'une violence extrême, vous en pensez bien, et tenez-vous bien, pendant 1 journée et demie, Averheim va tenir sans que jamais ses murailles ou ses portes ne cèdent. Averheim. Contre toutes les forces de Khorne. Je ne dis pas là que je connais le lore de Warhammer et 40K. Mais je suis nouveau sur la chaîne, je t'ai découvert avec le rapport de bataille avec Evie. Ah, bah ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est super cool. Ah, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous compte que la cité est tellement fortifiée
Il y a tellement de puissance à l'intérieur entre les nains de Zoubar et de Karak-Kadrin, les Bretoniens et les... Merci beaucoup pour ton prime, Gaulois. Merci énormément du soutien. Ça fait très plaisir. Merci à toi. Et les troupes de Karl Franz, ainsi que quand même, il ne faut pas oublier, 2 incarnations de vent de magie. Il y en a 2 dans la ville. Il y a Ungrim avec le feu et il y a Karl Franz avec la foudre et les éclairs, enfin avec les cieux. La cité tient une journée intégrale plus une nuit sans être prise. Pas mal, hein? Je vous rappelle que Null n'a tenu qu'une nuit et que Middenheim n'a fait qu'une journée. La foudre contre les chagottes, ça va être drôle. Ah mais il n'y a même pas de chagottes là-dedans, oublie, hein, patient. Il n'y a que du corne, il y a que du corne. Et les élus du chaos, enfin les épées du chaos de Archaon. Donc, pendant ce siège, l'Empire, les nains et les Bretoniens tiennent. Cependant, vous vous doutez bien que ça va pas aller jusque-là. Incroyable. Mais à ce moment-là du roman, même techniquement un tout petit peu avant, les auteurs nous balancent une info. Incroyable. Les auteurs, juste avant que les premiers corneux n'arrivent au bord de la cité, le roman nous explique que des Bretoniens, des Pégases bretoniens, ont fait une sortie couverts par Karl Franz qui protégeait des gargouilles volantes volant au-dessus de la ville. Ces Bretoniens ont fait une sortie. Merci beaucoup Dubitatif pour l'abonnement renouvelé à Pastille. Et ces Bretoniens sont partis vers l'est. Car Karl Franz avait peut-être perdu tous ses alliés, mais il lui reste des ennemis qui peuvent peut-être lui être utiles. Et c'est là que le roman se rappelle que attends, il y a des personnages qu'on n'a pas parlé quand même pendant 3 livres et demi. Est-ce que ce serait le moment d'en reparler? Ouais. Et donc, à l'intérieur de des sacoches de ces Pégases, il y avait un message adressé à Nagash, qui est en Sylvanie, je le rappelle, donc voisin de Haverheim. Et Karl Franz proposait une alliance à Nagash. Alors, imaginez que Ungrim et Gérode le Bretonien, il les a mis au courant, Karl Franz. Il leur a dit, je veux demander à Nagash de nous aider. Ungrim n'était pas d'accord, le Bretonien pareil. Et dites-vous que c'est tellement la merde que Karl Franz a réussi à les convaincre. Il a convaincu Ungrim, possédé par le pouvoir du feu. Salut à Taxès. Et vous savez quoi? Ben c'est Manfred qui va capturer les émissaires. Oui, j'avais oublié de vous parler de ça aussi, excusez-moi. Alors, rapidement, hein, la Sylvanie, c'est toujours Manfred à l'intérieur. Et en fait, on nous explique que la Sylvanie, là, c'est la mouise totale. Hein, parce que, enfin, c'est pas la mouise totale, c'est que c'est l'un des derniers bastions qui n'est pas KO. D'accord? Sauf que des mortarches, vous savez, les grands seigneurs et lieutenants de Nagash, bah, il en reste plus beaucoup en Sylvanie. En fait, il en reste que 4. Il reste Manfred, bien évidemment. Il reste Arkane, alors là, le loyaliste total, bien sûr. Il reste Krell, bien évidemment. Je ne sais plus où est Krell. Pardon, excusez-moi. Il reste Krell, bien sûr. Et
enfin, évidemment, en Sylvanie, il y a Vlad, bien sûr. Comte électeur de Sylvanie, je le rappelle bien. À la bataille d'Aldorf, il a été nommé comte électeur. Alors, cependant, il manque quelqu'un là. Il manque un Mortarche. Alors, parce qu'il y en a certains qui sont morts. Hein. Il y en a certains qui sont morts définitivement. Genre Wallach Arkon, celui qui est passé à Korn, que je rappelle bien qu'il y a des dragons de sang de Nagash qui sont passés à Korn. Il est mort. Il y a le sans-nom qui a disparu. Et il y a je sais plus quoi l'autre qui est mort aussi, là, l'espèce de je suis un écrarque. Mais il en reste une dernière. On dit Mortarque ou Mortache? Je ne sais pas. C'est une créature mythologique, je l'appelle comme je veux. Il en reste une quand même. Il reste une Mortache qui apparemment a survécu à la bataille de l'Amiens. C'est Neferata. Et vous savez quoi? Vous savez ce que nous dit le roman à ce moment-là du roman? On est au 5e livre. Le monde est détruit. Eh bien, on nous explique que Neferata ne supportait pas d'être sous l'égide de Nagash et ne supportait pas la fourberie de Manfred, et que Neferata est reparti au pinacle d'argent. Attendez. Attendez. Où c'est le pinacle d'argent déjà? Mais Nagash a un pouvoir total sur elle? Ouais, mais fuck off. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, alors voici la carte des zones qui restent encore non chaotiques. Hein. Le pinacle d'argent, c'est là. Hein. C'est là. C'est ici. Je crois que c'est détruit depuis très longtemps. Voilà. C'était pour vous le rappeler, hein, au cas où vous aviez oublié que le pinacle d'argent n'existe plus. Hein, d'accord. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Soirée de réveillon avec Gilles avant la fin. Oui, c'est ça. Donc bref, oui, Luther Arkon, j'en ai pas parlé, mais il est aussi en Sylvanie. Enfin, en tout cas, on sait pas vraiment où il est, mais il est quelque part en Sylvanie. Voilà. Bref, scénario. En gros, Neferata n'apparaîtra plus. Voilà, terminé. Voilà. Déjà qu'elle a été très utile pour cette fin des temps. Bref, c'est une incommensurable merde, hein, ce passage-là. Bien sûr. Comment tu expliques que le Nord, n'importe quel morceau du Nord tient encore? Voilà. Bref. Donc, je vous épargne quand même tout ce qui est scène de baston inutile. À la seconde journée du siège, parce qu'on en est quand même à parler du siège, il y aura quand même du maintien de troupes par rapport à Karl Franz et à ses survivants, mais il comprend que sa demande de renfort, sa demande d'alliance n'a pas été prise en compte. En effet, Nagash a tué les émissaires et s'est dit, de toute façon, je suis suffisamment puissant moi-même tout seul pour dégommer les dieux du chaos, et ça ne sert à rien, absolument à rien, d'aller sauver des êtres vivants qui, de toute façon, me seront plus utiles morts que vivants. Voilà donc la décision de Nagash, le suprême Lord Commander de la mort, le sorcier le plus puissant du monde de Warhammer, mais Fess, bref, celui qui a l'éternité devant lui. Il est donc déjà pour lui plus fort que les dieux du chaos. J'aime pas le Nagash de la fin des temps, il est totalement con, c'est insultant de ouf. Tu vas adorer le chapitre suivant, c'est indécent. Tu vas adorer. Donc Nagash refuse l'aide. Cependant, en Sylvanie, il n'y a pas n'importe qui.
il y a Vlad. Il y a Vlad von Karstein de Sylvanie, comte électeur de Sylvanie. Et vous savez quoi? Vlad va péter un câble quand Nagash va refuser l'alliance. Il va péter un câble. Il va tous les traiter d'imbéciles et il ne va s'adresser qu'à une seule personne. Bien entendu, il ne fait confiance à aucun des autres Mortak. Il les déteste même. Il abhorre Nagash. Il le dit bien haut et fort. Il déteste Nagash parce que Nagash lui avait juré lorsqu'il lui servait de lui ramener Isabella von Karstein, qu'il n'a jamais fait. Et Vlad s'adresse alors à Gelt. Vous vous rappelez de Gelt? Le patriarche suprême des collèges de magie de l'Empire qui s'est allié à Vlad pour défendre le Nord et qui est devenu nécromancien, qui a trahi tout le monde et à cause de lui, à cause de son choix, a précipité la chute du mur du Nord et l'invasion de l'Empire. Ben, il est toujours là. Et il est toujours au service de Vlad. Depuis le premier livre. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est son pote maintenant. Eh oui! Vous êtes pas mort, espèce de connard! Et vous savez quoi? Ce personnage, qui est donc passé maintenant nécromancien, qui est l'apprenti de Vlad, qui est en Sylvanie depuis 6 ans, non-stop. Vous savez quoi? Eh ben, il ressent que l'influence de Vlad diminue et il retourne à la magie du métal. Comme ça. Parce qu'en fait, il comprend que la nécromancie, c'est pas bien. La magie! Je vous laisse redébattre pendant quelques secondes dans le chat. J'ai une veste rétractable. Allez tous vous faire voir, dit Talou, il craque. Henrik aussi. Il n'est pas sous l'influence d'un livre de nécromancie. Ah non, c'est sous l'influence de Vlad qui lui a donné un livre de nécromancie. Mais il a arrêté. Ils annulent ce qu'ils ont créé, c'est vraiment con, punaise. Bah, en même temps, vous regardez les Star Wars, hein, les derniers, c'est la même chose quand les auteurs ne sont pas les mêmes. Il n'est pas censé exploser à force de toucher à tout? Bah si, hein, déjà. Mais bon, écoute. Il a compris qu'on se fait moins d'argent avec la nécromancie que le métal, c'est vrai. Et donc, Vlad et Gelt décident, sans prévenir personne en Sylvanie, de quitter la Sylvanie pour aller aider Karl Franz. Merci Béder Benichou, merci beaucoup. Il est juste nécromancien curieux. Il est juste nécromancien curieux, voilà, c'est ça. Il a fait une désintox de nécro, alors que ça fait 6 ans qu'il est en Sylvanie, hein, mais cherchez pas. Et donc Vlad part. Alors, il est pas si fou, hein. Il part avec une bande de Templiers de Drakenhof, donc des gros chevaliers de sang assez vénères. Et c'est surtout Gelt qui tout d'un coup prend une importance super grande et se dit, eh ben moi je vais prendre le Pégase, mon Pégase vif argent qui m'a toujours pas lâché alors que je vis depuis 6 ans en Sylvanie. Mon petit Pégase, il est toujours là. Tu vois, c'est comme le cheval de Tyrion qui, alors que Tyrion massacrait tout le monde et buvait du sang, non mais je reste, je suis un cheval loyal. Mais quand il a voulu attaquer un autre elfe du scénario, là le cheval s'est cabré, tu vois. Mais là, le Pégase, il est plus con. Hein. Il a pas bougé, quoi. C'est lui qui a créé les Nécrons. Non, c'est pas lui. Et donc, ils partent, ces deux héros, en direction d'Averheim, en espérant arriver à temps. Tintin. Cependant, Et vous imaginez bien que non. Bien évidemment, la résistance de Averheim, incroyable. Le fait que ces portes
surdimensionné de puissance, protégé par les nains, protégé par les derniers mages de l'Empire, protégé par les troupes des derniers survivants de l'Empire, des Bretoniens et des nains, les portes finiront par tomber. C'est la porte nord, bien évidemment, qui tombera après des assauts de géants de siège du chaos, de carnabrutes géantes. Et en plus, un mur tombera quand Scar Bloodwrath, bien sûr, arrivera à monter pour la première fois sur les murs avec ses scaramores pour dégommer absolument tout le monde au corps à corps, expliquant que les hommes de l'Empire et les pouilleux de Bretonie ne font pas le poids face aux champions de Khorne et ces nouvelles troupes de Hachette, ma merde, bien sûr, que tu peux avoir à 45 € les trois, bien évidemment. Sauf que je me méfierais parce que dans le roman, on t'explique que ces gars-là se font tanker par des longues barbes et des chevaliers bretoniens à pied. Moi, je dis ça. Moi, je dis ça, je trouve que ça pue la merde d'acheter des figurines comme ça. Parce qu'autant des longues barbes, je peux comprendre, autant que les chevaliers à pied... Mauvaise langue, ils sont par 5. Ouais, ça reste trop cher. Jamais sous-estimer la puissance de la barbe. Salut Neps. Donc voilà, le siège va commencer à changer, bien évidemment. Une longue barbe, unité de base, hein, je précise. Et bien entendu, à ce moment-là, le siège n'est plus un siège, mais ça devient le combat de rue. Et à partir de là, le combat de rue, vous savez qui c'est qui rentre en jeu? Qui c'est dont je ne vous ai pas parlé qui combattait depuis le début? C'est Kabanda. Et oui, parce qu'on n'a toujours pas parlé de démons encore. Vous avez bien conscience hein, que le roman ne nous parle encore une fois que de guerriers du chaos. Ah non, les Skaven se sont fait buter par les corneux quand ils sont arrivés. Hein. Cherchez pas. Hein. Mais on n'a pas parlé des démons encore. Et c'est dommage. On a quand même pas mal de trucs de démons à vendre. On a ces nouveaux buveurs de sang magnifiques à vendre. Achetez, achetez. Et bien vous savez quoi? Alors que les massacreurs de cornes, toutes les figurines bien chères, hein, toutes les figurines Scaramore et les gros élus du chaos, etc., entrent en ville et commencent à massacrer tout le monde, mais que la ville continue de tenir par des sections d'escarmouches et un repli ordonné par Karl Franz Ungrim et Gérard, il y a des cadavres quand même partout. C'est un problème. Il y a des cadavres partout. Alors que les impériaux, les bretoniens et les nains tiennent, les nains sont bloqués sur une muraille et commencent à entonner leur chant de mort. Alors là, franchement, les nains, depuis qu'on les voit, ils ont qu'un seul chant, c'est le chant de la mort. Hein, ils sont tous condamnés. Ungrim est en train de balancer des flammes depuis les hauteurs des murailles. Vraiment, il fait que des pets de flammes. T'as vraiment l'impression qu'il sert à rien, hein, Ungrim. C'est terrible hein, en termes de puissance du feu. Tu ne ressens rien, à part qu'il balance parfois des langues de flammes quand il crie. Tu fais, ouais mais mec, sérieux, t'es l'incarnation d'un vent de feu, quoi. Tu pourrais wiper presque tout le monde. Bref, je finis. Eh bien, Kabanda va arriver sur la grande Osterplatz de je sais pas quoi, la grande Stratenplatz, je sais pas, la plus grosse rue, bref, de Averheim, et va commencer à faire de la magie. Ouais. Kabanda va faire de la magie. Il va faire un rituel de sortilège de sang. Bonne soirée, je me casse. Attendez. Il fait pas de la magie en fait. Il fait un rituel. Un rituel. Et c'est alors que le sang aggloméré de tous les cadavres d'Averheim se met à former une mare, une flaque de sang gigantesque à ses pieds,
au pied de Kabanda alors que des troupes impériales tentent de briser le rituel, mais que les guerriers du chaos de Khorne sont trop puissants et trop nombreux. On a beau les abattre par 100, il en vient toujours 200. Et Kabanda va invoquer l'armée complète de sanguinaires de Khorne au milieu d'Averheim. Alors, je ne sais pas si c'est l'armée complète, mais en tout cas, c'est son armée complète. Et donc, ça pop au milieu de la ville. Voilà. Une prière, je veux bien, mais de la magie. Ah non, c'est un rituel qu'il fait. Hein. C'est décrit comme un rituel. Et à partir de là, so long, bébé. Voilà, c'est ça, littéralement. Et c'est là, quand tu vois que quasiment tout est perdu, hein, qu'arrivent les héros. Vous vous rappelez le perso, le nouveau perso Scar, hein, voilà, Scar. Eh ben Scar, il arrive à ce moment-là, et vous savez contre qui il tombe? Scar, le héros légendaire de Khorne. Eh ben, il va tomber face à Gérode. Moi, je peux pas me retenir de rire quand je dis son prénom. C'est l'heure de la quenelle. Ah, elle est pas mal celle-là, faudrait que je la retienne. Ah, attends, pas en plein écran, connard. Non, pas en plein écran, t'es chiant. Oh. Montre-toi, Scar. Gérode Leto, ouais, c'est ça. Le combat d'inconnu, voilà, le combat de la fin des temps. Voilà, vous l'avez là, le combat de la fin des temps. Le champion de Khorne contre le héros de Quenelle. Le duc, hein, c'est un duc de Quenelle. Voilà le face-à-face que nous voulions tous. Une chips contre une enclume, combat équilibré. Je me demande bien qui va gagner. Combat d'handicapé. Scar, quand il est content, on peut dire qu'il scarbande. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Celui qui a toujours échoué contre celui qui est mort 20 fois. Et t'as payé pour ça. Vous savez quoi? Gérode charge. Scar dévie son attaque. Je crois que Gérode est désarçonné. Scar en profite. Le loupe. Et Gérode le tue. Et retrouve un cheval. Ou retrouve son cheval. Le gagnant, c'est Gérode. Attendez. Le seul gagnant, c'est le scénario. Il a craqué ses meilleurs dés. Pour Scar, ça s'appelle un mardi. Il est mort d'un coup de poignard d'un no-name. Non, il a été tué par le duc de Gérode, le duc de Quenelle. Est-ce qu'il est vraiment une mort près? T'es encore toi? T'es encore mort, toi? Voilà. Gérode le tue, hein, vraiment. Il le tue comme ça. Alors, également... Alors, je suis désolé, j'ai pas le... Attendez, je vais vite vous le trouver. Je vais vite fait vous le trouver. Attendez, bougez pas. Que vite fait, là, pouf. Et sors-moi un icono. Tant pis, ça sera pas super beau, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez un autre personnage qui apparaît durant cette fin des temps. Un personnage de Khorne, bien sûr. On ne peut pas parler de Khorne sans parler de Scylla. Bien sûr. Alors Scylla, un héros de Khorne, mais qui part plus vers le enfant du chaos parce qu'il a trop de dons de Khorne, mais il reste un grand champion de Khorne. Et vous savez contre qui lui va se combattre pendant ce combat dantesque et incroyable?
sais pas s'il est assez grand là. Voilà. Il est pas mort lui? Ah non, 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 Ingrim il est toujours là. Hein. Il aurait pu affronter Gaspard, voilà. Et donc vous avez Scylla qui va affronter Ungrim, incarnation du vent du feu. Ben vous savez quoi? Ungrim, le tueur de monstres, celui qui a survécu à Karak Kadrin, qui a traversé le monde à pied pour aller à Karazakarak, qui a survécu à Karazakarak, qui a traversé le monde pour aller à Verheim, qui tient depuis des jours entiers de siège, qui est l'incarnation du feu contre un enfant du chaos burné de cornes. Il n'y a pas match. Cependant, Eh bien, pendant 3/4 du combat, Scylla, donc le mec de cornes, va se servir de Ungrim comme d'un fléau improvisé pour abattre les tueurs de Karak Kadri. Parce que Scylla attend que la hache de corne, la hache pardon de Ungrim soit bloquée dans la tête d'un géant. Et il chope Ungrim par les pieds. Et il l'utilise comme un fléau. Voilà, regardez les nains. Regardez qui vous êtes, les nains. Je vous jure que c'est décrit comme ça. Mais c'est un nain enflammé. Ouais, mais il est décrit comme insensible à la douleur. Mon respect sur... Merci Asma, premier, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton 3e WhatsApp. Merci de ce gentil message. Lis le passage. Alors j'ai la flemme de relire cette merde. Vraiment, je vous conseille de voir ce passage. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, le fait que Ungrim, littéralement, c'est la scène de Hulk et de Loki, mais genre pendant plusieurs minutes entières et pas seulement quelques secondes. Et tu dis que c'est le moins pire? Ah oui, oui, c'est le moins pire. Là, vraiment, c'est le moins pire du reste du livre. Hein. Et en fait, c'est au moment où... au moment où il est un moment au sol, Ungrim il prend une hache et il arrive à la planter dans le crâne de Scylla. Et il tue Scylla. Voilà le respect qu'ils ont pour les nains dans cette bataille. Enfin, il y en a un autre. Enfin, il y en a 2 autres, véritablement. De grands défis. Parce que oui, on est dans les grands défis, là. Hein. Vous avez bien compris que c'est les grands défis du jeu, là. Hein. Je vous l'ai dit. Il y a quand même le fucking retour de Valkia. On est d'accord. Valkia est de retour. Elle s'est fait littéralement flouer la place par un Scar qui est à chier. On est bien d'accord. Eh bien, il va y avoir un duel dantesque et épique entre elles et un personnage qu'on oublie trop souvent, qui a quand même lui aussi eu son roman. Pas l'oublier, ça. Ludwig Schwarzhelm, le porte-étendard de l'empereur. Littéralement le champion de Karl Franz et son protecteur et la reine du carnage. Ludo le retour. Papy Ludwig. Toujours pas tout à voir celui-là, c'est dommage. C'est vrai, c'est dommage. Il aurait fait un très bon personnage. C'est le porteur de la grande bannière. Exactement. Exactement. Le porteur de l'épée de justice. Ce personnage impérial a vu l'Empire s'effondrer, il a vu disparaître une fois Karl Franz et il a vu mourir Karl Franz à Altdorf. Il se sent, comme il se dit, incapable maintenant de protéger Karl Franz, car quand il voit Karl Franz combattre, il ne ressent plus le besoin de le protéger tellement Karl Franz est devenu puissant avec l'incarnation des cieux. Il ne sait pas que c'est l'incarnation des cieux, je vous le dis,
il sait que... Et pour lui, c'est Sigmar réincarné. Et le défi de ces deux-là, le combat de ces deux-là est le meilleur des trois, véritablement. Parce que tu sens vraiment qu'il y a un énorme carnage entre les deux. Tu sens que Valkia est d'une puissance incommensurable. Elle le frappe tellement fort qu'il ne fait que dévier. Il arrive quasiment jamais vraiment à la toucher. Et en fait, il va finir par avoir sa hampe de porte-étendard brisée. Et il va être désarçonné en se faisant planter dans l'épaule par la lance de Valkia. Mais il va réussir à lui ouvrir le bras gauche avec son épée, la faisant reculer au dernier moment. Et c'est un énorme face-à-face, l'un face à l'autre. Lui, au sol, avec son épée sortie de ses mains, il n'a plus d'armes. Il n'a que son étendard dans la main, étendard brisé. Et en face, Valkia, avec ses grandes ailes membraneuses ouvertes, prête à lui foncer dessus, sa lance en avant, Sleipnir en avant. Et Ludwig va tout simplement se dire, elle va m'avoir, elle est trop forte. Elle lui fonce dessus, telle une corneuse, en même temps ses cornes, dans un défi, dans un duel. Elle lui fonce dessus, elle l'empale avec sa lance, mais au dernier moment, au moment où il se fait empaler, il dévie sa lance brisée, portant l'étendard, et il la plante en même temps, et ils se plantent tous les deux, et ils meurent comme ça. Le défi est franchement assez classe. Il l'emporte avec lui, exactement. Le défi est classe. Franchement, là, par contre, ce passage est assez classe. Enfin, il est classe. Jusqu'à ce que les deux embrochés en train de mourir se fassent renverser par des massacreurs qui passent et se fassent piétiner et qui soient plus représentés. Et qui soient même plus reconnaissables. C'est dommage, quand même. C'est franchement dommage. Oh non, ça gâche tout. Littéralement, ça gâche tout. Mais c'est pour montrer l'horreur de la guerre. Ah, mon cul, ouais. C'est bien cool, mais contrairement à Valkia, lui, il reviendra pas. Tu viens de me faire pleurer. Ah merde, Imsilrad meurt, pardon. L'épicness a duré 5 secondes. On a fait quelque chose de bien, zut, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qui est l'auteur? Je me souviens plus. Il a planté le drapeau. La charge d'hippopotame mécanique de Khorne, c'est très drôle. Ouais, c'est n'importe quoi. Et donc, alors que Ungrim vient de tuer Scylla, mais qu'il est aux prises avec toutes les forces et il est isolé, Ungrim, avec ses nains, se fait isoler sur l'est, donc vraiment à l'extrémité de la ville, là où vous voyez mon curseur, pendant que le gros combat il se passe vers le 3, 4, 5, là par ici. Il ne va rester, alors que la place ici est l'un des derniers morceaux tenus par les impériaux et les bretoniens, arrive de la Grand Rue, le moment, enfin, l'arrivée d'Archaon, en ville. Je rappelle que Scar est mort, Valkia est morte, Scylla est mort, et Kabanda, il a fait son rituel, on ne sait plus où il est. Mais il n'y a déjà plus rien. Et face à lui, face aux épées du chaos, à chaque fois que je vois sa tête, je trouve ça ridicule. Il y a un passage surréaliste. Vraiment. Il y a un passage surréaliste. Attendez, parce que faut que je vous le mette en image, sinon c'est pas drôle. Attendez. Attendez, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Là, voilà. Et face à l'arrivée d'Archaon, le seigneur de la fin des temps, la fin de l'histoire elle-même, eh bien, deux personnes, avec leurs armées, leurs derniers survivants, se tiennent face à lui.
Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'ils avaient tellement pas d'idées qu'ils ont mentionné comme au Seigneur des Anneaux? Gérod vit la dévastation qui régnait sur la plaine Zerplatz et jura entre ses dents. Averheim était à feu à sang, la défaite était arrivée si brutalement. Gérod se tourna sur sa selle et vit Griffe Mortel se poser près de lui. Le visage de Karl Franz affichait une mine grave. Averheim avait été sa ville et l'ultime bastion de son peuple. Vos chevaliers se sont battus comme des lions, dit l'empereur. Sans eux, jamais nous n'aurions résisté aussi longtemps. Certes, mais cela n'a pas servi à grand-chose. Chaque jour de résistance a compté comme une victoire, le corrigea l'empereur. Et nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Il pointa le doigt vers la Stelstrasse et montra Archaon. À la tête de cette horde chevauche celui qu'il nomme l'élu des dieux. L'émissaire des frères sombres. Si nous le tuons, nous pourrons du moins contrecarrer leur plan pour un temps. Il fit une pause. Et nos chances seront meilleures si vos preux chevaliers sont à nos côtés. Patati patata, la bénédiction de Sigmar vous suffit pas. Non, je veux bien celui de votre déesse. Aucun d'eux n'ajouta rien pendant un moment. Les bannières noires se rapprochaient inexorablement. Gérod se tourne vers Karl Franz. Une dernière charge. L'empereur acquiesça. Une dernière charge. Une charge dont ils se souviendront. Dis-moi, Games Workshop, est-ce que tu voulais pas leur faire crier à mort, ou alors, si tu voulais éviter spoiler un film, tu voulais pas faire un gros son de corps à ce moment-là, avec un nain qui s'ouvre dedans? En vrai, ça va comme passage. Ouais, ils le rendent quand même assez épique, mais parce qu'on a tous une image d'une charge depuis le gouffre de Helm ou d'une charge de Rohirrim sur les plaines du Pelennor. Bref. En gros, les deux se lancent à la charge de Archaon. Ils essaient en fait d'aller impacter Archaon et d'aller le tuer. En se disant, si on tue la tête, tout s'effondrera. Merci Flofloy, merci beaucoup. Et c'est là qu'arrive la plus... Heureusement qu'il trouve le seul coin tranquille pour parler. Oui. Et c'est là, vraiment, c'est là que tu te dis, mais en fait, heureusement que les Bretoniens sont morts au début. Parce que la charge qui se passe, avec Chevalier de la Reichsgarde, les derniers survivants, Chevalier de Mi-Griffon, les derniers survivants, et seulement des chevaliers du royaume, avec un duc, est la plus longue charge qu'a connue la fin des temps. Même la charge d'Aldorf a duré moins longtemps. La percée va être incroyable. Ils sont où les Graleux? Ils sont restés en Bretonie, protéger les artefacts. Ils sont morts. Ils sont morts en Bretonie. Cherche pas, ils sont morts. Une charge à la Olivetum. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Pas la charge dans la forteresse, ils l'ont foutu en l'air. Non, la scène du SDA était tellement plus belle. Oui. N'empêche, la charge de chevalier des Bretoniens Empire et de Mi-Griffon, ça a quelque chose. Ah, mais oui, mais il n'y a pas de Graleux. Il est mort, Louan? Oui, il est mort depuis très longtemps, malheureusement. Il est mort à Aldorf. Merci, Demi. Merci beaucoup pour le follow. En gros, la charge ne va rencontrer aucune puissance suffisamment grande pour véritablement l'arrêter. La charge, commandée quand même, on n'oublie pas, par une incarnation des vents des cieux, hein, plus les chevaliers de la Dame, plus des chevaliers Reichsgarde et demi-griffon, va être extrêmement impressionnante. Et surtout, on comprend qu'elle est couverte sur les flancs par les pistoliers et escorteurs mercenaires qui accompagnaient Karl Franz et qui sont en fait d'anciens rebelles, qui sont des guerriers qui ont survécu à la fin des temps. Ils ont été présentés dans le chapitre d'avant, vous regarderez le chapitre d'avant. Bref.
C'est un combat assez épique. Cependant, ça, c'est le côté des humains. Mais je vous rappelle qu'il y en a un qui est complètement isolé dans son coin, qui est en train de se faire submerger par un nombre assez impressionnant de corneux. C'est Ungrim. Ungrim, le roi de Karak-Kadrin, incarnation du feu, se fait submerger. Non mais laissez-le mourir. Et en fait, il va être sauvé de la mort après son combat contre Scylla par les autres nains présents à Averheim. Parce que oui, je vous l'ai dit, il y avait d'autres nains. Il y avait les nains de Zufbar. Les nains de Zufbar. Et oui, vous les avez zappés parce qu'en même temps, on ne savait pas qu'ils étaient là depuis le début. C'est juste que ah oui, on avait oublié que Zufbar, on n'en a pas parlé. Les nains de Zufbar, commandés par un héros que tout le monde connaît, bien évidemment. Gottfried Amerson, forgerune de Zufbar. Mais Games Workshop, t'as pas créé un héros nain de Zufbar pour ta V8? Non, non, c'est pas un ingénieur, c'est un forgerune. En gros, c'est ce personnage nain, parce que je rappelle que c'était Ungrim est le dernier personnage nain légendaire qui reste pour les nains. C'est le dernier survivant, tous les autres sont morts. Et vu qu'ils ont dit, ah oui, tiens, on a tout le monde qui est mort en fait, bah tant pis, on va mettre celui-là. Alors que véritablement, le mec de la V8, je me souviens plus comment il s'appelle, je suis désolé, un Gromlinson, je crois qu'il s'appelle, et n'a même pas été mentionné dans la fin des temps. Bref, ce nain-là arrive, réussira à donner un surplus à Ungrim de temps face à tous les corneux et arrivera même à maintenir la position jusqu'à ce que ces gars-là arrivent et commencent à tout ravager dans les rangs de Ungrim. Donc Ungrim va enfin mourir, ça y est, les derniers nains qui ne sont pas des tueurs tiennent la ligne, les autres tueurs meurent et remeurent et re-remeurent derrière. C'est là qu'arrive La magie. celui dont on avait oublié son existence depuis 3 livres, l'arrivée de Gelt. Depuis les cieux, poursuivi par des centaines de gargouilles en plein siège, arrive, fait un piqué sur les nains reconnaissant un allié, attendent dans le visant de plein d'arquebuses, lui qui passe d'au-dessus des arquebuses, les arquebuses qui balancent tous leurs tirs et qui abattent tous les démons qui le suivent. Et Gelt, arrivé là, ressent quelque chose. Il se dit, non, mais ça fait 6 ans que je fais de la nécromancie en pleine Sylvanie, mais vu que Vlad me libère un peu l'esprit parce qu'il doit penser que tout est fini, ben en fait je vais refaire de la magie du métal. Et quand il reprend la puissance de magie du métal, il se dit, tiens, c'est bizarre, mais dans l'air je ressens vraiment beaucoup de magie du métal. C'est dingue, j'arrive à le plier beaucoup plus facilement que d'habitude, alors que même d'habitude, j'étais très fort. Et tout d'un coup, Gelt devient l'incarnation du métal. Il avale le vent du métal. Ok. Très bien. Ok, et tu vas faire quoi? Donc ça fait maintenant 3 incarnations à Averheim. Ça commence à péter sec là, on est d'accord en termes de puissance. On est d'accord.
Et vu que Ungrim est bloqué là, que les nains sont bloqués, ils sont beaucoup trop loin de la charge finale de Karl Franz et de Gérode. Eh bien, Gelt, qui continue d'avoir des illuminations parce que c'est le scénario, il faut bien que tout se passe d'un coup, hein, d'accord? Eh bien, Gelt se dit, je me rappelle qu'il y a cette femme qui m'a donné le secret de faire le grand bastion au nord il y a plusieurs années, qui m'avait dit les vents se multiplient et se déplient, l'impossible devient possible. Et sur ce rappel de mémoire que frappe Gelt, à ce moment-là, c'est décrit comme ça, encore autre chose lui revient en mémoire à ce moment-là, et il se rappelle d'un sortilège que personne n'avait jamais réussi à lancer, mais qu'il y avait le parchemin qu'il a lu lui-même, vu qu'il était patriarche suprême, qui s'appelle le Creuset, délicat Mass Effect, bien évidemment. Et il se dit, vu que les vents sont déliés et que j'ai l'air d'avoir plus de puissance, je vais lancer ce sort, parce que je pense l'avoir compris maintenant. Il va lancer ce sort, et tous les nains, même Ungrim, incarnation du feu, vont se liquéfier en or et disparaître dans le sol. La magie! C'est pas fini. Oh, le double 6 qui fait mal. Mais les nains, faut pas respirer le métal, hein, c'est pas bon. Nani? Et c'est donc le moment que vous attendez tous, bien évidemment. C'est le face-à-face. Il y a un auteur, il a la haine contre les nains. Bien évidemment, durant la charge inconditionnelle de Karl Franz et de Gérode, bien sûr que Gérode, à un moment, va se faire ralentir par rapport à Karl Franz et va devoir rebrousser chemin pour verrouiller l'arrière de l'empereur et l'empêcher de mourir seul face à tout le monde. Et donc, il abandonne Karl Franz seul face à tout le monde pour le laisser faire son défi. Parce qu'au final, c'est lui qui voulait le défi, c'est son idée. Ah mais Gérode la merde quoi, sérieux. Au secours. Et donc c'est le moment du défi, le grand défi, Karl Franz, incarnation des cieux, contre Archaon, seigneur de la fin des temps. L'idée ta merde. En même temps, c'est pas un graleux, il est vrai. Et le défi est égal. Karl Franz, avec son marteau, qui je le rappelle est un marteau d'éclair, hein, parce que rappelez-vous que Galmaraz, le marteau qu'il avait donné à Valten, est resté à Middenheim, là où est mort Valten, en trophée pour Archaon. Il est donc bien resté à Middenheim, parce que Archaon ne l'a pas pris avec lui, il l'a laissé à Middenheim, en surveillance, bref. Et donc, Karl Franz combat avec son marteau d'éclair. Face à lui, Archaon libère le pouvoir d'Usul. Pas Usul le youtubeur. Il libère le pouvoir du démon à l'intérieur de son épée. Donc pour ceux qui connaissent, ça veut dire qu'il a 10 attaques force 10.
Pour savoir, dans le nouveau Warhammer, est-ce qu'on en peut jouer toutes les armées ou il y a des armées que l'on pourra plus jouer car je veux commencer et j'ai une petite armée de nouveau Warhammer. Faire une petite armée de nouveau Warhammer car ça serait mon premier jeu de figurines que vous collerez et peindrez et que je jouerai. Oui, Flowfloy, bien sûr, toutes les armées seront jouables, mais si tu veux faire un départ où le jeu sera suivi par Old World, je te conseille de faire dans les 9 qui sont annoncés sur le livre de règles, c'est-à-dire Empire, Bretonnie, Elfe Sylvain, Haut Elfe, Nain ou Guerrier du Chaos, Homme-Bête, Peau Verte et Roi des Tombes. Ça, ce sont les armées qui seront suivies. Les autres sont juste en PDF. Usul, le youtubeur, c'est un démon aussi. Ouais, voilà. Le pouvoir du communisme. C'est la place stalinienne. Et donc, le défi a l'air égal entre deux. Karl Franz arrive à tenir, Archaon encaisse mais frappe super fort, etc., 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 etc. Cependant, à un moment, il faut bien que ça chie dans la colle. Archaon va frapper d'une frappe surpuissante et d'une précision ultime qui vise la gorge de Karl Franz, qui a ouvert pendant une seule seconde sa garde. Et c'est son poulet géant qui va sauver la gorge de Karl Franz. Ses griffes mortelles, son grand griffon, qui va lever la tête, littéralement le même du poulet qui lève la tête devant la caméra, et qui déviera avec son crâne l'épée démoniaque de Archaon. Cependant, ça tuera pas le griffon. Ça dit juste, il est blessé, mais il s'en sortira. C'est vraiment décrit comme ça dans le roman. Non. Ce qui fait que Karl Franz est désarçonné. Il est mis au sol. C'est ça. Il est mis au sol et Archaon s'approche avec son épée et frappe Karl Franz au sol, et Karl Franz encaisse encore une fois le coup avec son marteau d'éclair. Cependant, et là c'est moi qui le dis et pas Seb, cependant, à ce moment-là, Archaon dit « Tu n'es rien. Ton empire n'est basé que sur des mensonges et je vais prouver à tout le monde aujourd'hui que tout est faux. Tu tiens ton pouvoir du grand architecte et je vais te le reprendre. » Et au contact de l'épée et du marteau d'éclair de Karl Franz, un bruit de verre explose et le pouvoir intégral des cieux et de Azir s'envole dans le ciel et quitte Karl Franz. La magie! Comment ? Et vous savez quoi? Explication, please. Et Karl Franz n'est pas mort. Il est toujours là. Et encore plus, Karl Franz se relève et attaque à main nue Archaon. Et se refait mettre au sol tout de suite. C'est dommage, quand même, d'en arriver à un moment de epicness comme ça. C'est beau, c'est con, mais c'est beau. Et Karl Franz est enfin au sol. Il n'a plus le pouvoir de Azir. Archaon est prêt à le tuer. Mais c'est là que La magie! arrive. Et le sol, devant les derniers défenseurs de Haverheim, entouré de guerriers du chaos,
se met à devenir mou et sort du sol les nains. Ils prennent la position de statues d'or qui refondent et se resolidifient de ces statues d'or de nains qui viennent de popper devant Archaon. Seulement 80% d'entre elles reprennent vie, les autres restent d'or pour l'éternité. Et de ces statues sort l'armée de Zufbar et Karak Kadrin, avec à sa tête Ungrim pas content. Et Ungrim pas content rush Archaon. Statue archimède qui réapparaît devant Archaon, il lui met une balle dans la tête. Fin. Armée, vu ce qui reste des nains, voilà, c'est ça. Et là, vous avez une contre-charge et un nouveau défi qui commence. Ungrim contre Archaon. Et Archaon se fait bolos. Archaon, il recule. Archaon trouve en face de lui un mec qui met tellement en difficulté Archaon que Archaon ne peut se concentrer sur rien d'autre que combattre ce nain. Archaon est donc moins fort que Scylla, apparemment. Et donc, pendant que Ungrim rush tout seul Archaon, Gelt continue à faire de La magie! Et se rappelle de cette histoire de bastion contre les ennemis, et en un clin d'œil, va faire naître entre les chaotiques et les troupes qui restent encore de Gérode, de Karl Franz et des nains, il va refaire naître un mur de la foi tout seul, parce qu'il est incarnation du vent du métal, et qu'en quelques secondes, les armées qui affrontent des mecs de cornes se font séparer par un mur de magie, et même Ungrim et Archaon se font séparer au millimètre près. Tu vois ? Et donc Ungrim n'a toujours pas eu enfin son vœu de tueur. Quand le mur se dresse, qu'il se fait séparer de son adversaire, il se tourne vers Gelt et lui fait « Mais pourquoi t'as fait ça ? J'allais le tuer, ce connard !» Et t'as juste Karl Franz qui se relève et qui dit « non, on peut pas l'avoir tout seul. Il est trop fort. Il faut qu'on l'attaque à plusieurs. » Et là, Ungrim dit à Karl Franz « Eh ben allez, toi, avec tes éclairs, on y va tous les deux. Et on se le fait, celui-là. » Et Karl Franz annonce qu'il n'a plus de pouvoir. Mais comment tu tiens debout si t'as plus de pouvoir ? Et donc pour finir ce chapitre de merde, on en est à 2 heures, j'en peux plus. Et donc pour finir cette bataille, Averheim est perdu, définitivement perdu bien évidemment. Il ne reste qu'une espèce de mur qui maintient les survivants encerclés par des corneux. Et Karl Franz se retourne à nouveau vers Gelt. Gelt qui, je le rappelle, l'a trahi. Gelt, il se retourne vers lui, il lui fait « Ah bah alors, vous avez pris du temps pour revenir dans la lumière ?» Bref, il lui fait des réflexions comme ça. Gelt qui se dit dans sa tête « Ouais, ça va, il va peut-être me pardonner, mais même moi, je me pardonnerai jamais. » Patati patata, on s'en fout. Carlito demande à Gelt « Vous pouvez refaire ce sort pour qu'on puisse quitter la ville ? Parce que la ville est foutue. » Et là, tu te dis « Attends, mec. Attends. Maintenant, tu veux partir ? Attends. Maintenant, tu veux partir ? Et pour aller où ? Pour faire quoi ? Tu as décemment décidé de ne pas partir au début de ce chapitre parce qu'il n'y a nulle part où aller ?
Et là, tu veux partir? Alors que tu avais une occasion de faire partir tout le monde avec ton portail Stargate? Tu veux partir maintenant? Et vous savez ce que lui dit Gelt? Gelt. Oh, pardon. Gelt lui dit oui, je peux le refaire. Je peux refaire ce sort. Parce que bien sûr, il est l'incarnation des vents. Il est l'incarnation du vent de Shamon. Alors là, aucun problème. Cependant, vous savez quoi? Bah, il pourra pas le refaire exactement pareil. Dommage quand même. Il a pas assez de pouvoir pour emmener tout le monde. Ah là 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 là. Et donc, qui c'est-il qui va rester derrière? Ah, incroyable. Ungrim qui dit « Non, j'appartiens à la fin. Je ne suis qu'un nain. Je dois mourir. » Eh bien, Ungrim, avec tous les nains de Karak Kadrin, mais pas les nains de Zufbar, il va dire à Gelt, toi la tête en or, emmène les nains de Zufbar, les humains, les Bretoniens et les impériaux, emmène-les hors d'Averheim, et une arrière-garde. Balthazar, Karl Franz va dire non au début, et il comprend que de toute façon, pour que le scénario avance, faut que ça fasse ça, hein, parce qu'au final, voilà. Et donc, tout d'un coup, on a la bataille qui change de point de vue. Il reste des nains de Karak Kadrin? Ouais, apparemment, il en reste quelques-uns. Enfin bon, on s'en fout. Il doit en rester 4. Et donc, on a le point de vue, là, d'un coup, qui arrive de Vlad. Merci, Grim. Merci beaucoup pour le follow. Désolé, t'arrives pas au bon moment. Hein. Et là, Vlad arrive. Vlad arrive à Averheim. Et vous savez ce qu'il voit, Vlad, en arrivant à Averheim? Il arrive... Alors, il est loin encore. Hein. Il voit la cité, pour l'instant. Il n'est pas arrivé pour combattre. Hein. De toute façon, il n'a qu'un régiment de chevaliers, lui tout seul, contre l'armée intégrale de Khorne, du Sarkaon. Quand Vlad, il arrive, il voit sur les collines à l'ouest d'Averheim, donc encore plus loin, il voit un éclair jaune popper et il se dit « Ah, bah ça doit être Gelt. Est-ce que je m'intéresse de son sort? Ouais, non, je m'en fous. » Et tout d'un coup, à Averheim, il voit la ville entière être avalée dans une colonne de flammes qui monte jusqu'aux cieux. Et cette colonne de flammes semble être vivante et émettre un hurlement de défi. Et la colonne de flammes englobe tout Averheim et tous les alentours et carbonise toute la carte. C'est la fin d'Ungrim, il vient de se sacrifier. Bien entendu, sans jamais tuer Archaon, évidemment. Il a été le seul à mourir, sachez-le. Hein. Lui et ses nains de Karak Kadrin. Et vu que de toute façon, il n'y a que des légions, ce n'est qu'une petite perte acceptable. Genre, il crame ses potes en plus. Ben oui, c'est des tueurs, donc il s'en fout. C'est quoi l'excuse pour que le mec à 1 mètre de distance ne meure pas? Ben parce que c'est Archaon. Le feu, ça l'arrête pas. Ah non, mais les corneux, ils s'en foutent. Hein. C'est des corneux, donc ils meurent. Mais on s'en fout. Il reste statue de nain en or. C'est pour un ami. Armure en scénario, mais voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que se termine le chapitre. Vlad abandonne Gelt et repart en Sylvanie. Et Gelt a téléporté Karl Franz, Gérod et les survivants, ainsi que l'autre no-name de nain qu'on s'en fout, à l'ouest.
vous savez ce que ça veut dire? On vient de terminer le 19e chapitre de la fin des temps. Et ça veut dire que Archaon n'a toujours pas tué de personnages légendaires. Il a tué Grégor Martak, parce qu'il n'avait pas le choix, et le maître des chevaliers de Middenheim. C'est le seigneur de la fin des temps. Hein. Voilà. C'est normal, c'est le patron, il délègue. Ouais. Imaginez à quel point ça aurait été épique si à la place tu avais Karl, le chevalier de Sinople et Vlad qui chargeaient ensemble Archaon pour l'affronter. Oui, ça aurait été classe. Je suis trop puissant pour me battre. On met fin au monde, mais cependant je ne tue personne. Oui, voilà, c'est ça. Vache, quel charisme ce Archaon, hein, quand même. Hein, quand même. Et donc voilà, chers amis. C'est vrai, il a repoussé Kéros. Oui, oui, c'est vrai qu'il a repoussé Kéros, ouais, c'est vrai. Mais je parlais des camps de l'ordre, ou même de la destruction tout court. Ben, c'était bien de la merde, nous dit Muflex. C'est philosophique, le vrai danger pour l'humanité, l'ordre, c'est eux-mêmes, et c'est pas le cas. Oui, c'est vrai. Alors que Gérod, trop balèze, voilà. Donc tonton GG s'en sort. GG Gérod, oui, il s'en sort, hein. Il est toujours là, Gérod. Hein. Il est toujours là, Gérod. Hein. Bien sûr qu'il est toujours là. Évidemment qu'il est toujours là, messieurs, dames. Il va pas se salir les mains du menu frottin, il a un monde à détruire. Il a réussi encore, merci, tu racontes ça tellement bien. Je fais ce que je peux, je fais vraiment ce que je peux. C'est très corne quelque part. Ouais, non mais là je sais, au secours, 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 quoi. Il veut pas crever, il veut sa figue. C'est vrai. Henry over 9000, exactement. Donc c'est officiel, ça y est, les nains n'ont plus aucun seigneur légendaire. Ils sont tous morts. Deuxième faction à perdre tous ses seigneurs légendaires. Au revoir les nains. C'était sympa, merci beaucoup. Korn est out du game du coup? Ah pas du tout. Ah non mais pas du tout. Il a perdu qu'une légion démoniaque. Et il a perdu que les premiers avant-gardes de sa horde innombrable. Non, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Hein, n'importe quoi. Et l'Empire est tombé. Ouais, l'Empire est tombé. Hein. Et il nous reste 4 chapitres, les gars. La vraie victime est désormais le concept de sédentarité. Non, c'est le concept de démographie. On se reverra à OS, les nains. Ce n'était que 500 000 hommes, voilà, c'est ça. Ce B, Road to AOS, c'est ça, ouais. Réunion ce jour pour célébrer le départ de nos amis nains. À qui le tour? C'est dur. Ouais. Donc voilà la fin de ce chapitre. J'espère que ça vous a plu quand même, que voilà, que ceux qui le découvrent à quel point nous on a vécu quelque chose. Quand même, on a vécu cette désillusion et ce mensonge ce non-respect de Games Workshop. Il reste quelques nains encore. Oui, non mais quelques nains avec un no-name, on s'en fout. Il n'y a plus aucun nain qui représente les nains. Je suis désolé. Donc voilà, vous pouvez maintenant comprendre la trahison. Il ne reste plus qu'Atel Lorraine pour le bien. Et alors pour le bien, il reste plus qu'Atel Lorraine. Et pour la destruction, entre guillemets, techniquement, on ne sait qu'il ne nous reste plus que la Sylvanie. Voilà!